Score historique du Front National aux élections régionales. Pour Nicolas Sarkozy, ni fusion ni retrait n'est envisageable. Malgré les dissidences, les Républicains valident cette ligne. Et Barack Obama qui tente de rassurer les Américains 4 jours après l'attaque meurtrière de San Bernardino. Le président américain promet de vaincre l'État islamique. Victoire de l'opposition au Venezuela pour la première fois depuis 16 ans. C'est la droite qui va prendre les rênes du Parlement. Un scrutin marqué par l'exaspération populaire face à la crise économique qui sévit dans le pays. Nouveau journal sur i24 News, bonjour à tous. Les sondages indiquaient déjà une victoire, mais la réalité a surpassé les prévisions. Marine Le Pen, grande gagnante des élections régionales, avec un score général de plus de 28% des voix au premier tour. Au total, le Front National est en tête sur 6 régions françaises. Marine Le Pen s'est exprimée aujourd'hui sur sa victoire et sur la stratégie des autres partis. On l'écoute. Le Parti socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées, bien le dire. C'est leur choix. Je crois qu'ils auront de longues années pour regretter ce choix. Car ce retrait peut être le début de la disparition pure et simple du Parti socialiste. Tiens, au passage, petit clin d'œil à l'UMP qui n'a eu de cesse pendant des mois de dire voter Front National, c'est voter socialiste. Ben non, voter Front National, c'est faire disparaître le Parti socialiste. Vous voyez ? Et à l'issue d'un bureau politique tenu par les Républicains ce matin, Nicolas Sarkozy a réussi à conserver un affichage d'unité en validant la ligne du ni retrait ni fusion. Jean-Pierre Raffarin, qui s'était lui exprimé contre la ligne du parti, a répondu aux questions de notre correspondant Olivier Lerner. J'ai défendu ma thèse et elle était dans la situation où une majorité se dégageait pour la thèse de Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'entre les deux tours, il est normal que tout le monde puisse serrer les coudes. Et donc, il est clair que les coudes ont été serrés, ce dont je me réjouis. Mais il n'empêche que moi, j'ai voulu montrer quand même la ligne morale, la ligne stratégique qu'il faut tenir dans ces cas-là. Plus la situation est grave, plus il faut être clair, que tous ceux qui sont arrivés en 3e position se retirent pour laisser le match entre les deux premiers et faire gagner le Républicain. C'était un discours très attendu, celui de Barack Obama qui a pris la parole devant la nation. L'occasion pour le chef du Pentagone de faire un point sur la lutte contre l'État islamique et d'appeler à une réforme, une fois de plus, sur la législation du port d'armes dans le pays. Nous détruirons l'État islamique et toute autre organisation qui essaye de nous détruire. Le ton est ferme, la promesse est claire. Barack Obama a tenu à rassurer les Américains après la fusillade survenue mercredi à San Bernardino, en Californie. 14 personnes ont été tuées par un couple se revendiquant de l'État islamique. Le président des États-Unis a évoqué un acte de terrorisme sans parler pour autant d'implication d'un mouvement étranger. Aucun élément ne permet de démontrer pour l'heure que les tueurs aient été dirigés par un groupe depuis l'étranger. Mais il est clair que ces 2 personnes avaient suivi la voie délétère de la radicalisation. Un drame qui doit, selon Barack Obama, pousser le Congrès à renforcer la législation du pays en matière de port d'armes à feu. Le Congrès va devoir renforcer la législation en matière de port d'armes à feu. Quel argument peut-il y avoir pour autoriser une personne suspectée de terrorisme à acheter une arme semi-automatique ? Au-delà des mesures à prendre sur le plan interne, le chef d'État américain est convaincu que la stratégie employée par la coalition pour éradiquer l'État islamique est la bonne. La stratégie que nous employons actuellement, les frappes aériennes, les forces spéciales et le travail avec les forces locales qui se battent pour reprendre le contrôle de leur pays, c'est comme cela que nous obtiendrons une victoire durable. Et cela n'impliquera pas d'envoyer une nouvelle génération d'Américains à l'étranger pour mourir sur un sol étranger pendant une autre décennie. Une déclaration lourde de sens prononcée dans l'enceinte du bureau ovale, un choix tout sauf fortuit puisque la dernière fois que le président américain s'était exprimé depuis son bureau, c'était en 2010 lorsqu'il avait annoncé la fin des combats en Irak. Du nouveau tour de l'attentat à l'arme blanche à Londres, des images associées au groupe État islamique et aux récents attentats à Paris ont été trouvées sur le téléphone portable de l'assaillant qui a blessé 2 personnes au couteau samedi dernier dans le métro londonien. Les enquêteurs ont également trouvé des images montrant un exercice récent de la police britannique sur le téléphone de Mouhedine Mir. Il a comparu devant un tribunal londonien après avoir été inculpé pour tentative de meurtre.
Victoire de l'opposition au Venezuela. Pour la première fois depuis 16 ans, c'est la droite qui prendra les rênes du pays. L'actuel président Nicolás Maduro accepte sa défaite. Reste à savoir s'il tentera de limiter les pouvoirs du Parlement. Myriam Aman. Véritable explosion de joie dans les rues de Caracas. La table de l'Unité démocratique, grande coalition d'opposition, remporte les élections législatives et 99 sièges au Parlement sur les 167. Du jamais vu depuis 16 ans de règne chaviste. Le peuple vénézuélien a gagné une large majorité et cela ne s'arrêtera pas. Nous n'allons pas le cacher et personne ne pourra dévaluer cette victoire. Le président vénézuélien concède la victoire au parti rival, mais promet de reprendre sa revanche politique. Nous ouvrirons de nouveaux chemins vers la victoire. Une nouvelle majorité révolutionnaire, chaviste et bolivarienne renaîtra dans les batailles à venir. Les députés fraîchement élus ont des objectifs bien précis. Dès leur entrée en fonction le 6 janvier prochain, ils comptent bien promulguer de nouvelles lois, dont celle sur la libération des prisonniers politiques. De nombreuses figures de l'opposition sont aujourd'hui sous les verrous. Mais par-dessus tout, l'opposition devra tenter de sortir le pays d'une crise économique sans précédent. Une crise provoquée par la chute des cours du pétrole, quasiment son unique richesse. La coalition veut adopter dès le premier semestre 2016 des réformes économiques. Mais elle devra lutter pour exercer un contre-pouvoir face au président vénézuélien qui peut, s'il le veut, limiter les pouvoirs du Parlement. Un point sur la COP21 avec ces déclarations de Ban Ki-moon en français. Le secrétaire général des Nations Unies met en garde contre une catastrophe si aucun accord n'était trouvé à l'issue de cette semaine. On l'écoute. La catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des demi-mesures et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation. Un accord qui ouvre la voie à une ère de paix, de stabilité et de prospérité. Et c'est dans ce contexte que nous en venons à parler du Bangladesh. Le pays est en première ligne face à la montée du niveau de la mer et il compte déjà des dizaines de milliers de réfugiés climatiques. Sur ses côtes, 39 millions de personnes sont menacées par les conséquences du réchauffement climatique. Reportage. C'est leur source de revenus, mais la mer pourrait aussi tout leur reprendre. Un quart de l'île de Koutoubdia, dans le sud du Bangladesh, est déjà submergée. Elle pourrait même totalement disparaître d'ici 50 ans. La maison de cette femme a été complètement détruite il y a quelques mois. Je pense que je vais devoir revenir et reconstruire ma maison ici. Je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je pourrais aller avec mes enfants ? Plus de 100 000 personnes vivent ici, mais leur nombre chute vite. La maison de sa voisine est elle aussi menacée. On a construit notre hutte près des digues il y a quelque temps, mais chaque fois qu'il y a des vagues, on doit évacuer parce que c'est inondé. C'est vraiment épuisant. Certains ont décidé de partir pour de bon. 40 000 anciens habitants de Koutoubdia se sont installés dans ce bidonville sur le continent. La plupart des clients du café local sont des réfugiés climatiques. Le propriétaire lui-même a quitté l'île en 2012. On avait beaucoup de mosquées, et des écoles coraniques et des maisons dans notre village. Mais tout a été entièrement submergé. Loin de leur île natale, ils vivent tant bien que mal de la construction de bateaux et de la pêche. Face à la montée alarmante du niveau de la mer, le gouvernement admet être dépassé. Il y a des abris, des refuges sur les côtes où ils peuvent être évacués. Donc nous pouvons prendre ce genre de situation en charge, mais si ça s'étend à une plus grande échelle, ça va devenir difficile d'héberger autant de personnes là-bas. Ceux qui en ont les moyens déménagent dans les grandes villes. Mais parmi les 39 millions de Bangladais qui vivent sur les côtes, les plus pauvres n'ont pas le choix. S'entasser dans des bidonvilles ou rester sur leur île, jusqu'au jour où elle disparaîtra. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. Prochain point dans une vingtaine de minutes sur i24 News.